Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous passons maintenant à une autre dynamique qui est plus l'analyse transversale de cas qui ont été présentés au cours de différents séminaires de ce projet Format. Et donc, c'est un travail que nous avons réalisé sur ce thème, la spécialisation en question, avec Guillaume Dutertre du CIRAD, Martine Napoléon de l'INRA. Et voilà. La question qu'on se pose, c'est finalement cette spécialisation dans les territoires. Est-ce un facteur de fragilisation ou bien de réactivation de stratégies de diversification? Et on va revenir sur la question posée, sur la grille d'analyse, en montrant sur quels cas nous avons travaillé, des cas très différents qui ont été présentés au cours de ces séminaires. Et c'est vraiment une approche très bottom-up, donc très complémentaire de ce que Frédéric nous a proposé, où il avait vraiment une approche globale aussi depuis la réalité économique nationale. Là, on verra qu'on est sur des cas souvent locaux et très différents en termes de localisation. Et puis nous avancerons ensuite sur les pistes et les fronts de recherche qui nous semblent inspirés. Donc d'abord, spécialisation et diversification, ce sont des concepts utilisés pour qualifier des modèles économiques, mais qui peuvent s'appliquer aussi aux transformations spatiales et sociales, et donc rurales. Dans la littérature qui y travaille, on voit que ces deux thèmes sont évalués en termes contradictoires en utilisant des terminologies qui font appel à un système opposé de relations. Donc la spécialisation est souvent associée à des notions d'intégration, de performance, d'homogénéisation, de dépendance, et finalement la question d'un modèle économiquement performant mais éventuellement fragile. La notion de diversification est souvent associée à des termes d'équilibre, d'autonomie, de savoir-faire qui sont plutôt valorisants, mais aussi d'archaïsme parfois dans un autre sens. Et finalement, si on revient à des définitions et des hypothèses, il m'a semblé intéressant de retrouver un texte qui était assez ancien de Nicole Mathieu, mais justement Géographie de l'espace, et qui proposait la spécialisation comme un processus de soumission progressive d'un espace à un même système de fonctionnement-décision. Les formes de production coexistantes sont intégrées ou dépendantes, ou bien si elles n'ont pas du tout de relation, elles sont vouées à peut-être une disparition. La diversification étant entendue, elle, plus comme un processus tendant à un équilibre plurifonctionnel, des activités à faible interdépendance, sous-tendues par une pluralité de pouvoirs. Et finalement, dans les hypothèses associées à ces notions, Nicole Mathieu, justement, met l'accent sur cette question du pouvoir. La première hypothèse, c'est d'abord que diversification et spécialisation s'inscrivent finalement dans un seul et même processus d'adaptation des espaces au système d'ensemble. Alors, ces évolutions d'ensemble vers la spécialisation via l'écho des facteurs, l'organisation des marchés. Nous n'avons pas pu l'aborder en détail dans les études de cas, mais Frédéric a pu aborder cet aspect. Mais il y a quand même une unité dialectique entre les deux. Et puis, il y a un rapport étroit entre spécialisation et diversification et les rapports de pouvoir. Dans le processus de spécialisation, il y a l'exercice d'un pouvoir dominant, soit local au territoire, soit externe par notamment des firmes intégratrices ou des politiques extraterritoriales. Et la diversification est associée, elle, à une notion de pouvoir partagé. Peut-être aussi, dans certains cas, à une carence de projets dominants ou de projets exprimés. Finalement, on a un peu, comme on vient de le voir dans la présentation antérieure aussi, il y a peut-être deux formes de spécialisation. Une spécialisation hégémonique et une spécialisation qui engendre aussi des effets plus contrastés. Et puis on a une diversification sur des pouvoirs partagés et peut-être aussi une diversification par défaut. Alors, retour sur la question de quelle diversification, spécialisation parle-t-on dans les cas que nous avons abordés. On avait bien sûr les différents niveaux d'observation. On reviendra sur ce thème. Donc les niveaux d'observation, c'est l'exploitation agricole. On a des structures de production diversifiées ou spécialisées, qu'il s'agisse fermes, salariat, coopératives, des itinéraires techniques, diversité en termes de
modèle technique, des spéculations agricoles avec des exploitations mixtes ou en monoactivité. On a ce processus de diversification et spécialisation dans les filières, au niveau des modes de mise en marché, des modes de transformation, des modes de coordination avec le type d'acteurs, les formes de contrats dans les chaînes de valeur. Diversification dans le modèle alimentaire qui joue un rôle important dans l'évolution de ces expériences, le type de produits consommés, les diversifications des lieux et des pratiques d'achat, et que ce soit la grande distribution présente dans plusieurs cas, les marchés, les AMAP, les formes et utilisations d'achat. Dans les territoires également, on a évidemment des paysages diversifiés ou spécialisés, notamment spécialisation pour la vigne, la floriculture, les forêts, et puis des activités structurées par des bassins laitiers ou de la floriculture, donc des bassins de production. On a également une spécialisation parfois des organisations locales autour d'associations de producteurs, les organisations de défense des produits labellisés comme les IG, les indications géographiques, etc. Et de façon générale, dans cette question de diversification et spécialisation, il y a un rôle important des modèles, des visions, des représentations que se font les acteurs eux-mêmes de la réalité, s'ils la conçoivent comme un modèle moderne ou si on utilise d'autres qualificatifs. Le rôle des normes et standards de qualité, les modèles de développement qui sous-tendent l'action publique et privée autour des termes d'alternatifs et de conventionnels. Et finalement, on a des cas aussi où la représentation par les politiques publiques joue un rôle déterminant sur ce qui se passe dans les territoires. Donc cette question de penser l'avenir en termes de diversité ou de spécialisation. Donc nous vous proposons une approche par des cas concrets. Là, nous avons retenu 7 parmi les 19 cas qui ont été présentés dans les ateliers. Jean-Paul Duboeuf nous a parlé de l'influence des représentations sociales de l'action publique pour l'élaboration des projets et la mise en œuvre des projets de territoire dans les arrière-pays méditerranéens, au Maroc, avec l'exemple du plan Maroc vert, et puis en Corse, avec cette importance justement d'une vision peut-être un peu monolithique de ce qu'est un projet avec peu de diversité interne parfois. Éric Penaud nous a parlé de la filière girofle qui mobilise beaucoup l'est de l'île de Madagascar avec des enjeux de coexistence avec les problèmes de sécurité alimentaire et puis finalement une filière qui est entièrement gouvernée par le secteur privé, par une très forte connexion avec le marché mondial dans un contexte d'ignorance de la part des politiques, c'est-à-dire de non prise en compte, d'invisibilité au niveau de la politique nationale. Claire Cerdan a présenté un cas dans l'ouest du Santa Catarina, au sud du Brésil, qui est un territoire fortement spécialisé au départ par des firmes d'intégration avicole et porcine, et qui aujourd'hui a vécu des crises avec la délocalisation de ses productions vers des zones plus céréalières. Et dans cette zone de petite structure, il y a un renouveau de modes de production et de commercialisation, notamment sur l'aviculture, mais aussi dans d'autres domaines, qui fait appel en fait à des compétences, des savoir-faire et des organisations qui ont été créées autour de l'étape antérieure. Donc c'est intéressant de voir comment un modèle spécialisé sert aussi de terreau à une rediversification. Paola Roman et Pierre Gasselin ont développé l'exemple d'une zone, le système alimentaire territorial Cayambi en Équateur, où ils montrent comment la sécurité alimentaire et l'autonomie alimentaire des paysans de cette région est remise en cause par l'évolution de la spécialisation de la zone, d'abord vers des bassins laitiers et plus récemment vers la floriculture intensive, avec une évolution vers le salariat, vers des formes de travail spécialisées, qui finalement amène à changer le modèle alimentaire et à développer la malbouffe par rapport à un système qui était avec une certaine autonomie paysanne dans une période précédente. Martine Napoléon et ses co-auteurs ont fait un vaste panorama comparant des bassins laitiers dans 7 situations
et en montrant comment il y a à l'œuvre là aussi des tendances de spécialisation, mais aussi de rediversification dans les formes de transformation, dans l'élaboration de stratégies de qualité en particulier. Et donc il y a tout un continuum de situations de bassins laitiers cités dans ce papier, qui permet de bien voir les relations entre une même spéculation, mais des modalités d'activation des ressources différentes. Guillaume Dutertre, au Vietnam, a montré les processus d'industrialisation du secteur de l'élevage, avec une émergence très forte d'un modèle d'élevage conventionnel qui se heurte à un certain nombre de limites au point de vue du développement durable, tant social qu'environnemental. Et puis j'ai parlé également au Vietnam de l'émergence du marché des légumes sûrs qui contribue à la diversification d'une région. Alors ces différents cas, vous voyez, très hétérogènes en termes d'échelle spatiale, de thématiques. Nous les avons analysés en repérant d'abord les dynamiques de spécialisation et diversification, voir comment on aboutit à cette coexistence de modèles, quelles ont été les trajectoires, est-ce qu'il y a eu des ruptures ou bien une progression plus incrémentale, quels ont été les facteurs de spécialisation et diversification. On revient sur le débat précédent, donc les investissements privés et publics ont un rôle important, les prix relatifs de l'énergie, des produits, mais aussi le type de demande, l'apparition de demandes pour des produits diversifiés, mais aussi les normes et réglementations. Il y a des facteurs qui sont plus internes au territoire et qui jouent aussi dans la spécialisation et diversification. C'est la diversité, la limitation des ressources dans les territoires, des enjeux autour du foncier et de l'eau. Et puis, toujours cette question de la représentation que les acteurs politiques, internes ou externes, acteurs économiques ou politiques, se font de cette question de spécialisation. Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce qu'il y a un conflit? Est-ce que les choses se discutent? Nous avons regardé ce qui avait été les éléments proposés sur les évaluations des effets et impacts de ces dynamiques. Puis on s'est demandé comment accompagner les formes futures vers plus de durabilité. Alors, comme premier résultat, en bilan de ces cas présentés, on peut dire qu'effectivement, les dynamiques en cours sont souvent des dynamiques de spécialisation. Elle est observée dans de nombreux cas au niveau des fermes, donc Équateur avec la floriculture, Vietnam avec l'élevage ou le maraîchage, mais aussi au niveau des territoires avec cette permanence des bassins de production. Et elle génère des gains économiques et des changements techniques pour les unités de production à travers des économies d'échelle, pour les territoires avec ces économies de proximité, d'agglomération, parfois la présence de clusters, et pour les industries également, les facteurs de massification, de fluidité, d'optimisation des flux. Cette spécialisation, elle est façonnée, encouragée par la dynamique globale des marchés et des macro-acteurs, par les règles d'accès aux ressources, par les règles d'accès au marché, par les représentations que les acteurs politiques se font de cette diversité, et aussi par l'action collective des acteurs. Localement, les agriculteurs, leurs organisations sont très actives dans ces dynamiques aussi de spécialisation. Les facteurs de diversification, ce sont aussi les marchés, certes, d'un côté, mais aussi les territoires par leurs ressources. Et on voit en effet que les spécialisations locales n'empêchent pas une grande diversité et que même une spécialisation réussie s'appuie sur une certaine diversité de métiers et de formes de production. Cela a été dit aussi dans la présentation générale de Frédéric. Il y a des risques d'exclusion, cependant, liés à la perte de diversité. C'est très bien illustré par le cas de la floriculture en Équateur, qui n'entraîne pas tous les acteurs du territoire dans ce système. Et on a quand même cette hypothèse que la diversité est source de résilience. Il y a de nombreuses questions sur le devenir de ces modèles spécialisés par l'intégration, notamment lorsque c'est une intégration donc, de type avec un enjeu de pouvoir très fort avec une filière ou une firme hégémonique.
Il peut y avoir d'autres formes de spécialisation qui sont compatibles avec une diversité des métiers, des formes de production et de mise en marché. C'est un petit peu ce qui avait été évoqué autour du Santa Catarina, où la spécialisation en fait débouche sur une déclinaison de formes de production, de formes de relations avec le marché, de liens avec des demandes alimentaires diverses. Et on peut parler un petit peu de la spécialisation flexible, terme utilisé en économie industrielle, mais dont on pourrait revenir au niveau peut-être agricole. Un autre constat, c'est qu'on observe assez souvent, dans les cas énumérés, une situation de coexistence passive actuellement entre les modèles, comme si on vivait à côté sur des marchés différents. Les liens directs sont faibles, mais cependant, il existe ou il y a une préoccupation par rapport à une compétition possible sur les ressources, la main-d'œuvre, clairement, la main-d'œuvre pour des cultures d'exportation comme la floriculture ou la girofle peut manquer aux cultures vivrières. Il y a des problèmes aussi avec le changement climatique vis-à-vis de l'eau, et cela a été mis en avant dans plusieurs cas, notamment l'exposé de Madame Pinto sur le Portugal, le cas de Pise, et puis d'autres cas qu'on a cités. Et donc, c'est cette tension sur les ressources, finalement, qui amène à exprimer ce besoin de coordination, de politique publique. Et c'est aussi la prospective de cette coexistence n'est pas si pacifique que ça. Finalement, en quoi cette approche par la coexistence et la confrontation des modèles permet-elle de renouveler la question sur spécialisation et diversification? Alors il y a un point de vue normand ou macronien de dire que les processus de spécialisation se nourrissent d'une certaine diversité dans les territoires. C'est le cas des bassins laitiers, de l'organisation des filières périurbaines. Et les processus de diversification eux-mêmes font de larges emprunts aux modèles spécialisés au niveau des savoir-faire, de l'organisation. On utilise aussi la réputation du territoire pour développer. Donc ça peut être dans une approche de panier de biens et de services ou dans d'autres domaines. Et donc il est certainement pertinent de regarder les différents modèles en même temps. Après, cela pose des questions sur le rôle de la recherche pour les territoires durables, sachant que c'est bien sûr aux acteurs de décider les chemins qu'ils souhaitent emprunter, mais la recherche peut être à l'écoute de cette spécialisation et diversification en montrant et en rendant plus lisibles les changements, en éclairant les échelles. On a parlé de ces différents niveaux d'organisation, donc à quel niveau d'organisation on observe ces phénomènes. Et puis les pas de temps. Et c'est vrai que cela a été peu abordé dans les cas que nous avons étudiés, mais il y a un besoin de décrire et de mesurer ces processus de spécialisation ou de diversification, de rendre compte de ce qui est en train de se passer dans le territoire. Ça peut être une des contributions de la recherche. Et puis, c'est aussi de souligner l'intérêt de la diversité, en particulier au regard du développement durable, les différents niveaux et dimensions de l'efficience. Et il est clair que les enjeux environnementaux remettent en scène l'intérêt de cette diversité, de cette diversification, en raison des coûts énergétiques, en raison de la biodiversité, etc. Un autre point important, c'est de montrer les liens entre systèmes alimentaires et systèmes productifs qui sont à articuler, à penser ensemble. Et puis de dévoiler les luttes, les résistances, les conflits, les verrous qui font que ces processus de diversification ne se produisent pas ou ne débordent pas de certaines limites. Donc comment renforcer les moyens des acteurs dans ce dialogue. Et finalement, une dernière diapo, c'est repenser l'analyse des trajectoires de long terme. La spécialisation agricole étant un moteur, mais pas de manière exclusive, et la diversité étant une revendication identitaire dans l'alimentation, dans les projets de vie, dans les projets politiques. Finalement, la notion de coexistence pousse à travailler à une échelle plus large, et par exemple le territoire,
en analysant et en formalisant ces modèles par une approche intégratrice qui ne soit donc pas contrainte, par exemple, à des cadres d'analyse disciplinaires, et en considérant les dynamiques et interactions entre modèles, pour tout cela pour accompagner un mouvement, donc en appui aux dynamiques d'acteurs. Voilà. Merci. Alors, on a la possibilité de poser quelques questions et d'interagir avec, à partir de l'exposé. Je te le passe. Je suis court là-bas. Je te le donnerai. Juste c'est la Ah, d'accord. Juste un clin d'œil sur ta toute dernière conclusion. Amener à parler coexistence amène à penser à l'échelle supérieure, au-dessus de cycle territoire. Mais finalement, par rapport à l'exposé de Frédéric, on pourrait dire pareil de toute échelle. Et à penser coexistence à une échelle particulière amène à réguler ou à penser et à organiser à l'échelle supérieure. L'exemple des territoires vides juste avant et la question de l'aménagement du territoire à des échelles plus larges ou du national vers l'international, on pourrait étendre ta conclusion. Oui, tout à fait. Je crois que le cas des politiques territoriales européennes l'a bien montré. C'est vrai que là, il y a une volonté en partant du territoire, et finalement, in fine, c'est en comparant les territoires qu'on voit que les territoires plus périphériques sont finalement mal représentés dans ces logiques-là. Donc oui, c'est tout à fait relatif. Oui. La question elle est un peu la texture territoriale est souvent plus importante, alors qu'à l'opposé, on est plutôt sur des logiques sectorielles. Et donc, est-ce que vous avez identifié des éléments de ce type qui permettraient de distinguer, dans un cas ou dans l'autre, des trajectoires qui aillent plus vers la diversification et vers la spécialisation? Oui, il y a clairement des pays à gouvernance centralisée et planification forte qui vont très vite dans une direction donnée et qui finalement rattrapent un petit peu les effets négatifs en fonction des réactions qui peuvent émerger sur le territoire. C'est le cas du Vietnam, donc, qui a été bien illustré par le développement en marche forcée de bassins laitiers à base d'investissements industriels, dans une vision globale, un objectif global de réduire des importations au niveau national, mais en faisant table rase un petit peu de la diversité des formes préexistantes. Donc là, il y a un véritable problème méthodologique de comment faire émerger les questions qui se posent, c'est-à-dire que ces questions de coexistence ne sont pas toujours même formulées, construites ou reconnues ou accompagnées, quoi. Et c'est certain que par rapport au Brésil, par exemple, qui est une autre situation, qui a développé une très large politique d'accompagnement, de développement territorial, on a plusieurs exemples où il y a même des moyens pour que les questions liées à la coexistence des modèles puissent être formulées, débattues et finalement rentrent dans le jeu des discussions au niveau local. Ça, c'est une grosse différence en effet, même si il est difficile d'influencer l'existence ou pas de politiques décentralisatrices dans les pays.
Merci Guillaume Luther, c'est Ciral. Pour compléter ta réponse, Denis, c'est vrai que dans les équilibres qui se jouent entre dynamique sectorielle et dynamique territoriale, il y a le fait qu'il existe effectivement des cas où les politiques territoriales sont plus développées que dans d'autres pays, comme dans d'autres cas. Ce qui se joue aussi sur les terrains qui ont été discutés dans le séminaire format, c'est aussi la question des rapports de force entre firmes, donc avec des logiques sectorielles, et puis associations, organisations de producteurs et autorités locales. Et on voit que justement le cas que tu évoques, Denis, du Vietnam, qui en théorie disposerait de ressources pour développer des politiques sectorielles, puisque c'est un pays qui est très décentralisé, avec un pouvoir quand même important aux provinces et aux districts. Finalement, on s'aperçoit que le rapport de force étant tellement en faveur des industriels, on les voit difficilement émerger de manière active. Voilà. Et du coup, pour que la diversification, comme tu l'as souligné, Denis, ne soit pas perçue comme une absence de projet, il faut aussi qu'il y ait une dynamique très forte des autorités locales en lien avec des organisations locales qui ne sont pas partout très dynamiques, même lorsqu'il existe des politiques décentralisées. On vous propose une petite pause.